Donc voilà, hein, vous voyez, c'est Alain, hein, qui depuis combien d'années, enfin tu nous le diras, Quelques années. a imaginé ce projet qui grossit, qui change de forme, Mhm. qui devient très J'espère très polymorphe. fort. Et à tel point que maintenant, ça c'est l'équipe même pas actuelle, parce que je vois qu'il manque encore des noms. Voilà, vous voyez qu'il y a vraiment deux équipes, une équipe de création artistique, une équipe scientifique, et puis on va laisser Aporia parler tout seul. Donc c'est son dernier état à peu près, Oui. son avant-dernier état. Regardez-les en haut. Ils surveillent autant dans le camp que dehors. Ils me regardent, monsieur. S'ils me voient m'asseoir avec vous, ils se méfieront de moi. Ils disent qu'il faut se méfier d'une chèvre vivante dans le repère du lion. Ne vous fâchez pas de ce qu'ils disent. Être un lion est nettement plus honorable qu'être une chèvre. Donc je suis artiste plasticien, effectivement, mais je pense être plus sculpteur en fait. C'est plus comme ça que je vois mon travail. Parce qu'en fait, c'est surtout l'espace qui m'intéresse et notamment l'espace entre les choses et entre les êtres. C'est pour ça que la pose, je trouve que c'est une belle définition de cet espace. Et c'est celle que j'ai trouvée la plus juste, en tout cas, pour définir mon travail, en tout cas comme symbole. Donc Aporia, c'est né en 2015, donc il y a quand même quelques années. Donc c'est une rencontre avec l'œuvre de Bernard-Marie Coltès, voilà, qui a une écriture très très particulière qui me correspond totalement, très sensuelle. Enfin, je dis pas ça pour, mais voilà, il y a vraiment, enfin, ces mots, il y a une sorte de transpiration qui me touche beaucoup, qui fait penser aussi à la peau d'ailleurs. Donc, c'est la pièce Combat de nègres et de chiens qui m'a décidé voilà, à monter un projet sur son travail, sur son écriture. Donc, et c'est surtout au milieu de cette pièce, j'allais dire une page, quelques centaines de mots qui, enfin, qui parlaient d'une chose dont j'essaie de parler depuis longtemps, qui était l'altérité, mais d'une manière complètement euh, claire, simple. Enfin voilà, j'ai vraiment compris toute la puissance du langage là, parce que ouais, ça faisait 20 ans que j'essayais d'articuler ça avec des formes, et lui, en une page, je trouve qu'il traduisait parfaitement ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, je me suis lancé dans ce projet. Donc, alors, dans ce projet, au tout départ, voilà, il y avait quand même deux personnes qui m'ont accompagné. Je tiens à les citer parce elles sont importantes. C'est Sabrina Amazon qui a une association qui accompagne des projets d'artistes ou de gens qui ne sont pas forcément liés au théâtre, justement. En l'occurrence, ce qui était mon cas, et Élise Viard, qui est la productrice du spectacle, et qui sont arrivés très très vite. Donc alors, très vite aussi est arrivée l'idée d'une forme pour ce spectacle, et c'était vraiment... euh, je voulais une forme qui soit entre la performance et le spectacle, en fait. Donc je voulais garder bien sûr le texte, parce que pour moi c'était le moteur hein, principal du projet. Mais je voulais introduire la performance, la recherche comme ça au milieu des choses, au milieu sur un plateau, au milieu des êtres qui sont là pour regarder l'œuvre. Donc, donc la première intention, voilà, était d'offrir en fait ce texte, justement un peu à l'époque comme une fusée un peu de détresse, parce que qui éclaire un petit peu une période un peu trouble, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une idée de ce que c'était que vivre avec les autres, quoi. Vivre avec le groupe, vivre avec... comment, et surtout, il y a un mot qui résume un petit peu le texte, c'est comment on est responsable de l'autre. Voilà, il n'y a pas de limite entre les êtres. Voilà, ça, c'était vraiment très important. Et, euh, et donc, et la seconde, en fait, était effectivement d'exploiter le plateau, l'outil théâtre, parce que c'est vraiment un outil très très fin, très précis, je trouve, à la fois avec la lumière, le son, le texte en l'occurrence. Donc c'est exploiter cet outil pour, pour être au plus près, encore une fois,
pour être au plus près du regardeur, en fait, et vraiment explorer cet intervalle entre, effectivement, l'œuvre et le regardeur. Je cherchais un moyen de fouiller cet espace. Donc voilà. Donc, encore une fois, le texte, la scénographie, tout ça, ça devenait des outils, en fait, pour mieux explorer cet espace. Donc, petit à petit, il y a un groupe qui s'est formé autour de ce projet. Donc ça, c'était vraiment mon plus grand étonnement, mais j'ai vu vraiment des personnes s'intéresser, se rapprocher, des personnes du théâtre, hein, notamment, et assez vite, presque un an après, une équipe de scientifiques expérimentés. Là, donc j'ai eu la chance de travailler effectivement sur la fac d'abord, donc avec des scientifiques qui cherchaient des choses. Il y avait un point commun, mais c'était quand même des domaines un peu différents. Puis petit à petit, je me suis rapproché, on s'est rapproché en fait avec Véronique, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des recherches qui étaient assez ressemblantes. Je dirais ça. Donc c'était l'idée de l'autre en fait, l'idée de cet espace encore entre les êtres. Donc on pourrait, je pense que Véronique en parlera mieux que moi, mais que moi j'ai essayé de montrer avec des formes en tout cas depuis pas mal d'années. Donc, alors, au cœur je ne sais pas si vous l'avez bien vu, parce que ça, c'est le résumé, c'est la partie la plus courte du trailer. Mais donc, il y a 2 sculptures au centre du plateau. Et en fait, si je suis allé, dans un premier temps, grâce justement à Nicolas Balatchev, rencontrer les scientifiques du LIG, c'était vraiment pour animer ces sculptures, leur donner une mémoire. Leur offrir une mémoire, leur donner une mémoire affective presque du passage des spectateurs. Donc voilà, pour affiner, en plus, travailler sur cette mémoire, pour affiner un petit peu, au fil des représentations, la relation au public. Voilà. Donc je vous parlais de la rencontre avec Véronique. Et puis Véronique m'a trouvé une voix, en fait, grâce à Ambre. Et j'allais dire plus justement, elle m'a proposé des voix. C'est-à-dire que sur le plateau, le comédien est seul et il a plusieurs voix différentes, donc il a plusieurs autres à sa main, c'est le cas de le dire, et donc c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Ouais, donc comme tu disais, au départ on s'est rencontrés parce que tu voulais qu'on anime tes chimères. C'est ça. Et en fait, tu m'as croisé parce qu'on était 2 dans un plateau à la fois d'un Fab Lab et d'un plateau d'expérimentation dans lequel on développait des technologies, mais des technologies qui font le sens des idées qu'on essaye de modéliser et de théoriser scientifiquement. Et effectivement, ne serait-ce qu'à travers ces chimères, hein, quand Jérôme Mézenas a fait ce genre d'application, ça interroge ce que la technologie artefactualise ou biaise de ce qu'on se représente du monde dans la science et dans sa réalité écologique. Et en fait, on s'est retrouvés à s'interroger tous les deux sur nos pensées profondes et dans les modèles qu'on défend, nous, dans l'équipe de recherche et pas dans les technologies qui sont beaucoup plus larges. Eh bien, c'est vraiment cette notion de l'altérité où ce qui va être central dans la théorisation et dans le modèle, ça n'est pas le soi, mais c'est le lien entre la soi, qu'on appelle la glu, nous. Et donc, c'est cet entre-soi qui est le centre du modèle. Et les êtres ne naissent dans nos théories qu'à partir de ces liens. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est la même démarche, sauf qu'elle n'a pas le même mode d'expression. Et que très naturellement, puisque Ambre qui était là, elle travaillait sur des technologies qui consistent à donner des voix avec des entités qui pourraient paraître totalement différentes, mais en ayant même dans les détails, c'est là que c'est complexe technologiquement, même dans les détails, un respect absolu de l'émotion et de l'émotion sociale, de l'intention de celui qui s'exprime. Et donc on a eu assez rapidement l'idée de détourner un logiciel qui existait déjà dans l'équipe, qui avait été construit en fait justement pour modifier la voix d'une personne tout en conservant en fait tous ces détails prosodiques, donc ce qui fait sa dynamique, donc son intensité au cours du temps, ses variations de fréquence ou de qualité de voix. Et pour l'utiliser dans le cadre du spectacle pour fournir à l'acteur unique qui joue sur scène différents en fait costumes qui lui permettraient de l'aider à incarner ces différents personnages.
Donc en pratique, comment ça fonctionne? Donc l'acteur porte un micro sur scène qui va enregistrer sa voix. Donc c'est un micro relié à un émetteur radio en fait qui va envoyer ce signal vers la régie. Donc, ce signal en fait il va être transmis à un ordinateur sur lequel tourne un logiciel de transformation de voix. Et donc dans un premier temps, donc moi je vais me trouver en régie justement pour sélectionner la voix du personnage au fur et à mesure que le texte de la pièce avançait. Et donc cette voix modifiée était ensuite renvoyée sur scène et diffusée via des haut-parleurs pour que le public puisse l'entendre. C'est bon ça? Oui. Donc là, c'est la première résidence qu'on a faite au labo Domus. Donc on voulait tester justement des outils. Alors, je ne sais pas si vous avez On vu. peut juste dire, Domus, c'est une plateforme d'expérience dont j'en suis responsable, qui appartient au laboratoire d'informatique de Grenoble. Voilà. Et qui maintenant est à la Maison de la Création et de l'Innovation, qui a été déplacée récemment. Donc sur cette plateforme, on a testé deux choses. Donc une projection vidéo. Voilà, parce que je voulais un échange, une discussion, un dialogue puisqu'il y a un seul acteur et 4 personnages, donc il y avait un acteur qui échangeait avec son image, sa propre image, mais animée, donc on a testé ça. Et la deuxième chose qu'on a testé, c'est l'animation des chimères. Parce que, animer des chimères, moi je voulais faire frissonner les peaux, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc on avait, pas par dépit, mais on avait choisi d'animer dans un premier temps le regard des chimères, de manière à ce qu'ils regardent. C'est ce que vous avez vu un petit peu de biais, là, c'était pas très clair. Voilà, donc on a testé ces deux choses et ça nous a permis de faire des choix aussi. À un moment donné, effectivement, la voix, et on a testé bien sûr la voix aussi, hein, et la voix est devenue un petit peu l'objet numérique le plus important du spectacle, parce que comme disait Véronique, moi ce qui m'a plu dans ce projet de voix, c'est qu'en fait c'est 4 autres voix, mais je peux reconnaître ma voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout dessus, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est vraiment ma voix, elle est authentique. Je suis capable même si c'est une voix de femme, il y a une femme, il y a un personnage féminin. On va l'entendre là. Je suis capable de reconnaître ma voix en tant que personnage féminin. On va vous montrer une démonstration rapide. En fait, vous allez au centre de la pièce, un curseur qui est à 100% au début. Quand il va se décaler vers la droite, la voix va monter dans les aigus et vers la gauche, elle va descendre dans les graves. Oui, c'est une démonstration, c'est évidemment pas du tout les voix. Voilà. Il y a très longtemps, je dis à mon frère, sans que j'ai froid. Il me dit, c'est qu'il y a un petit nuage entre le soleil et toi. Je lui dis, est-ce possible que ce petit nuage m'efface? Alors tout autour de moi, les gens transpirent. Non, là, je la reconnais pas. Là. Moi aussi, Joujel. Nous sommes donc réchauffés ensemble. Donc là, comme vous voyez, dans les voix qu'on a entendues, il y en a qui ne sont pas du tout humaines, justement, parce qu'au départ, l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer des voix qui seraient adaptées, par exemple, à des robots qui seraient très petits, et donc ils devraient avoir une voix extrêmement aiguë, et un peu même artificialisée, en fait, d'une certaine façon. Et là, on a eu l'idée pour le projet, justement, de rester sur des modifications de voix qui soient très subtiles pour garder des voix, en fait, qui paraissent humaines, mais qui soient quand même... Enfin, on reconnaît la voix de l'acteur, et en même temps, c'est une autre personne. Et ils ont fabriqué un petit outil qui me permettait de vraiment plastifier, de sculpter. Attends, on y arrive. Voilà. Résidence, 2017. Vas-y. Là, c'est ça, donc, du coup. Ouais, vas-y. Du coup, voilà. Donc, ils ont fabriqué un outil qui m'a permis pendant l'été de vraiment de rechercher la voix juste du personnage, Horn, Cal. Enfin, voilà. C'est des personnages très, très typés et très particuliers, donc il fallait trouver la voix juste. En tout cas, moi, en tant que vraiment plasticien sculpteur, j'ai vraiment eu l'impression de sculpter une voix, quoi. Ça, c'était très, très bluffant. D'abord, il y a eu une résidence au Prunier Sauvage où on s'est rendu compte que, à peu près en même temps, dans une salle de spectacle, parce que Domus, c'est un grand plateau. Hein, c'est pas une salle de spectacle, c'est un grand plateau. Et c'est vrai que ce système est devenu rapidement un système de palette de fabrique des voix, parce qu'il y avait à la fois la possibilité algorithmique et l'interface ergonomique pour le faire, mais qui n'était pas encore assez raffinée, mais surtout une méthode pour construire ensemble. Et ce Domus est un living lab, c'est-à-dire que ce qu'on y développe, quand on fait des technologies avec des gens et pas pour des gens, c'est des méthodes pour travailler ensemble. Et c'est ça, en fait, qu'ont expérimenté Ambre et Alain et tous les autres, nous tous. C'est comment on peut, ensemble, fabriquer ces personnages que Alain va sculpter avec cette palette. Et quand ça s'est confronté au Prunier Sauvage, on a eu 2 problèmes. Le premier problème, c'est que dans une salle de spectacle, eh bien, c'était assez complexe pour un auditeur d'entendre Alain
et en même temps d'entendre dans les haut-parleurs la voix. Mm. Donc là, il y a une première bataille artistique et technique. Et la deuxième bataille, c'est que intrinsèquement à l'algorithme, il y a une latence qui vient de la méthode de calcul et puis de plein de choses techniques entre la voix produite et la voix mise dans les haut-parleurs. Et cette latence, vous verrez, Ambre a beaucoup travaillé dessus. Mais juste quelques petits mots sur le Prunier Sauvage, peut-être. Ouais. Voilà, non, le Prunier Sauvage, c'est une salle qui nous a accueillis, qui est une salle de grenobloise. Et juste pour dire, voilà, la qualité relationnelle et le travail avec Brahim Rajab, qui est le directeur de cette salle. Et on s'est rejoint vraiment sur des valeurs, en fait, qu'on voulait défendre ensemble. Voilà. C'est une salle qui se trouve dans un quartier qui s'appelle Mistral. À Grenoble, c'est un quartier un peu agité. Et c'est quelqu'un qui essaye là-bas d'introduire de la culture, même la force du poignet, comme on dit, c'est vraiment très difficile. Et qui est concerné par l'altérité de façon très subtile. Et l'altérité était très, très présente. Donc en parallèle en fait, de ces résidences au Prunier Sauvage et à Domus, il y a eu aussi une évolution un peu de l'interface, puisque dans un premier temps, donc, j'étais en régie pour choisir le personnage au fur et à mesure. Et donc assez vite, on s'est rendu compte que c'était un peu comme si l'acteur devait un peu sauter sans filer. En fait, il n'était jamais sûr que le changement de voix ait bien eu lieu. Et donc on a rapidement eu besoin en fait de créer une télécommande en fait pour permettre à l'acteur lui-même de sélectionner ses voix. Donc on va voir quelques étapes en fait de construction. On a créé cet objet qui va bien avec le spectacle parce que c'est le porteur du texte ressemble un peu à un chaman un petit peu. Comment tu l'as fait peut-être? Donc voilà, ça a été sculpté d'abord, on voit bien dans une mousse polyuréthane, je sais pas si on la voit, voilà, tout simplement. D'abord ton dessin. Voilà, d'abord bien sûr le dessin, la mousse. C'est vrai que j'ai présenté ce projet à Véronique, je me souviens, et Jérôme Maisonas, et ils ont compris du coup pas mal de choses à travers juste un objet, c'était assez étonnant. Donc, parce que c'est un sceptre, c'est aussi un spectre, et ça leur parle, parce qu'il y a le spectre de la voix, etc. Voilà, donc voilà. Bon, alors, le processus est assez simple, on fait une maquette, ensuite Ambre l'a scanné, réalisé en 3D, et puis c'est fondu. Merci G-Scope, enfin c'est compliqué quand même, c'est compliqué, vas-y. Et c'est fondu dans la région. Et après, il y a eu quelques travaux aussi pour adapter la forme, pour avoir vraiment l'objet final qu'on désire. Plusieurs maquettes. Propositions de maquettes. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gros, trop petit. Voilà. On a aussi trop lourd. L'ergonomie aussi de la commande. Donc là, un petit peu au départ, on était le premier prototype qui avait été réalisé par Natacha Borel, qui était stagiaire avec nous. Ouais. Donc il y avait 4 boutons, donc un pour chaque personnage. Donc c'était assez pour difficile. Chaque voix, d'utilisation. C'était impossible en fait sur le plateau, donc voilà. De trouver la bonne voix. C'est le problème classique d'ergonomie. Et donc finalement, au fil des discussions, on a fini par concevoir cet objet que vous avez là, où il n'y a plus qu'un seul levier, avec 2 positions, donc une position haute pour sélectionner la voix aiguë et une position grave pour sélectionner la voix grave. Ce qui fait que finalement on revient un peu en arrière, donc il faut quand même que quelqu'un en régie sélectionne les 2 personnages de la scène précise. Mais le contrôle est toujours à l'acteur quand même. Voilà. Alain, on était après sur les résidences d'Est. On a été vraiment... Ouais, c'est ça. On a été vraiment accueillis à Est. Bon, là, je vais faire vite, mais c'est vrai très, très bien accueillis parce qu'il y a une qualité technique. La salle est vraiment sublime. Ouais, superbe. Enfin, très, très, très technique, justement. Et le personnel, très pro. Voilà. Donc, ça a été vraiment... On a fait 3 résidences, une pour la lumière, une pour le son et une sortie de résidence pendant la fête de la science. Et ça a été... voilà. En tout cas, ça a été beaucoup vu. Je ne peux pas parler... On peut peut-être juste montrer, par exemple, voilà ce genre de choses que Ambre aussi a participé à réaliser. C'est un peu un détail, mais artistiquement, ça l'est pas. C'est un voile, en fait. Sa mère est partie sur le chantier, poser des branches sur le corps, monsieur, et rien. Avec des techniciens. Denis Videlago qui a réalisé le design aussi de la projection. Pousser des cris, si on ne lui donne pas le corps. Il nous reste une terrible nuit. 1 minute et demie. 1 minute et demie. On va déborder d'1 minute. C'est pour ça que je suis. Voilà. Alors là, cette sortie de résidence, elle nous a permis, vous voyez là, d'ailleurs, vraiment, c'est vraiment un débat qui a eu lieu avec les... Elle nous a permis de revenir sur ce questionnement sur l'altérité et puis de nous rendre compte à quel point, c'est des années après, parce qu'on a commencé... On était déjà à 3 ans d'histoire commune. À quel point, chacun de notre côté, toi sur tes travaux, nous sur les nôtres, en fait, on se continuait à se rejoindre sur ces problèmes de l'altérité, sur l'émergence du moi, sur la permanence et la vivacité du lien, le fait que c'est quelque chose de très, très vivant. Et
Et la dernière résidence qui a eu lieu, c'était il y a très peu de temps. Oui. Alain, tu peux en dire un mot peut-être? Non, on a travaillé deux choses. L'immersion du spectateur, c'était vraiment important parce moi j'ai vraiment envie de créer une charge émotionnelle très particulière et que le texte soit vraiment un outil pour ouvrir des espaces voilà, autour des spectateurs. Alors je pourrais pas on pourra en parler, mais ce sera un petit peu long. Et donc ça a été vraiment principalement un travail avec Arcan, là, avec Jean Villeneuve et James là, Et puis, il y a une chose que vous avez peut-être pas vue, dont on a très peu parlé, c'est que dans cette... voilà, il y en a pour vraiment qu'une minute. C'est que dans cette manière de raconter l'altérité, il y a à la fois tous ces personnages qui sont artificiels dans cet être naturel qu'est l'acteur. Et puis, il y avait un espèce de robot qui était le nôtre, en fait, qui est celui-ci, qui est celui de Ambre, en fait, actuellement, mais d'autres étudiants, et qui se promenait, qui était téléopéré. C'est moi qui téléopérais. Et donc, vous voyez, un vrai être naturel et, en fait, donné à voir un être totalement artificiel. Et on s'est vraiment réinterrogé sur la raison pour laquelle comment on se servait des robots et comment l'autre pouvait être quelque chose d'extrêmement ambivalent. On est revenu aux chimères et on s'est rendu compte que dans la pièce de Coltès, le chien avait cette ambivalence et en ce moment, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est comment ce chien ambivalent, qui est à la fois celui qui menace et qui cerne, ça correspond à une thèse qu'on a en cours qui n'a rien à voir sur la navigation sociale et sur la manière dont on peut cerner des foules, et comment ce même chien à laquelle on est très attaché, ça correspond à d'autres travaux qu'on fait dans une théorie qu'on appelle danse d'ailleurs, où on montre à quel point des sons et des mouvements sont extrêmement attachants. Et un des personnages est très attaché au chien. Et on va essayer, tu vas essayer de sculpter un chien qui sera un robot et qui aura cette ambivalence, qui le portera lui-même. Et on travaillera cette ambiguïté si terrible et auquel ça fontre dans notre perception de savoir si c'est un autre ou si ça n'est pas un autre. Très bien. Voilà. Merci beaucoup.